Nous sommes mercredi 4 janvier. C'est aujourd'hui, ce matin même, qu'a eu lieu la cérémonie de présentation des vœux au président Alassane Ouattara par les corps constitués et les différentes composantes de la société ivoirienne. C'était au palais de la présidence de la République. On en parlera en tout début de journal. Le Premier ministre, lui, a signé hier au nom de l'État de Côte d'Ivoire une convention entre le pays et le groupement C2I Archi 2000 pour la construction de la bibliothèque de la Renaissance africaine d'Abidjan. Coût de l'ouvrage, 63 milliards de francs CFA. Après une semaine de vérification des documents électoraux, le tribunal électoral a finalement rendu son verdict, statuant sur le fait qu'il n'y avait pas eu de fraude massive. Les résultats définitifs de la présidentielle en Haïti, publiés hier donc mardi, octroient 55,6% des suffrages à Jovenel Moïse et le confirment en tant que président élu du pays. Voilà pour les titres. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Rendons-nous tout de suite au palais de la présidence de la République où s'est tenue la cérémonie de présentation des vœux au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, par les corps constitués et les différentes composantes de la société ivoirienne. Lors de cette cérémonie, le corps diplomatique a invité l'État à accroître son appui aux PME et à la jeunesse avec l'octroi de microcrédits. Le président Alassane Ouattara se dit également reconnaissant à l'ONU pour sa contribution significative au retour de la paix en Côte d'Ivoire. Je vous propose un extrait de l'intervention du chef de l'État lors de la présentation des vœux des présidents d'institutions. C'était donc ce matin au palais de la présidence de la République. Messieurs les présidents des institutions de la République, mesdames et messieurs les chefs et les membres des institutions de la République, mesdames et messieurs, je suis heureux de vous recevoir à l'occasion de cette cérémonie de présentation des vœux et de pouvoir échanger avec vous sur la vie de notre nation. Je voudrais vous adresser mes sincères remerciements pour les vœux que vous venez de prononcer à mon endroit. En retour, je forme pour vous-même, président, chef et membre des institutions de la République, pour vos familles respectives et pour l'ensemble de vos collaborateurs, mes vœux de santé et de bonheur pour l'année 2017. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez si bien indiqué, notre nation est entrée résolument dans la Troisième République avec la promulgation, le 8 novembre 2016, de la nouvelle Constitution. Cette Constitution vient renforcer la stabilité politique de notre pays et lui offrir un cadre propice à la poursuite de sa marche vers l'émergence. Elle consacre la création de nouvelles institutions de la République et le renforcement de celles qui existaient déjà. Mesdames et messieurs, les institutions de la République ont un rôle essentiel à jouer puisqu'elles sont appelées à contribuer fortement au développement de notre pays. Ainsi, avec la nouvelle Constitution, le rôle du Parlement, devenu bicaméral, s'est accru avec notamment la prérogative qui lui est désormais reconnue d'évaluer les politiques publiques. Le Conseil économique et social a vu son champ d'intervention élargi aux questions environnementales et culturelles. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, institution nouvellement créée, contribuera à la valorisation de nos us et coutumes et à la promotion des idéaux de paix et de cohésion sociale. L'indépendance du pouvoir judiciaire est renforcée avec le retrait du président de la République de la présidence du Conseil supérieur de la magistrature. Mesdames et messieurs, comme je l'ai indiqué à l'occasion de mon message de Nouvel An à la Nation, l'objectif de toutes ces réformes est de moderniser notre pays pour atteindre l'émergence à l'horizon 2020. Le calendrier
2017 s'annonce donc particulièrement chargée pour tous, car il nous faudra procéder rapidement à la mise en place des institutions de la Troisième République. À cet effet, je vous invite à élaborer le projet de loi organique devant régir vos institutions respectives en vue de leur examen dans les meilleurs délais. Je voudrais, mesdames et messieurs, pour terminer, vous réitérer mes vœux les plus chaleureux de santé et de bonheur. Bonne et heureuse année 2017 à toutes et à tous. Je vous remercie. Dans 36 mois exactement, le plateau abritera la bibliothèque de la Renaissance africaine d'Abidjan. D'un coût estimé à 63 milliards de francs CFA, la construction de cette infrastructure des arts et de la culture s'inscrit dans le cadre du programme de développement cohérent de la commune. Une convention a été signée ce mardi entre l'État de Côte d'Ivoire et le groupement C2I Archi 2000 pour la construction de l'ouvrage et son équipement. C'était en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Ces signatures entre l'État de Côte d'Ivoire et le groupe C2I Archi 2000 vont permettre à la Côte d'Ivoire de disposer dans 36 mois d'une bibliothèque des arts et de la culture ultramoderne. Ce projet qui porte sur la construction et l'équipement de la bibliothèque de la Renaissance africaine d'Abidjan est estimé à 63 milliards de francs CFA. La bibliothèque de la Renaissance africaine d'Abidjan, pensée par le président Alassane Ouattara, est appelée à figurer parmi les 5 premières de notre continent, aux côtés des bibliothèques d'Alexandrie, de Rabat, de Lagos et de Pretoria. Mieux, en Afrique francophone, la nouvelle bibliothèque devrait être à la première place. C'est avec beaucoup de fierté que nous sommes ici devant vous, Monsieur le Premier ministre, pour la signature de la convention entre l'État de Côte d'Ivoire et le groupement Archi 2000 Côte d'Ivoire Investissement. Fierté parce que ce projet représente sous plusieurs aspects un des précurseurs du genre. Les négociations ont été très dures, longues, mais l'esprit et la volonté de sceller un partenariat gagnant-gagnant ont toujours prévalu, tout ce qui rend possible la cérémonie de ce jour. La réalisation de la bibliothèque de la Renaissance africaine d'Abidjan entre ainsi dans sa phase active, selon le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Les premiers actes concrets de ce projet et préalables à la signature de la présente convention ont été matérialisés entre 2013 et 2015. Je voudrais relever notamment la décision d'affectation du site faite par le ministre de la Construction et de l'Urbanisme, intervenu donc le 26 décembre 2013, mais aussi l'avis de conformité numéro 2015-06 du Comité national de partenariat public-privé, aussi l'accord cadre signé le 28 décembre 2015 entre l'État de Côte d'Ivoire et le groupement Archi 2000. Je voudrais souhaiter plein succès à ce grand projet qui est un jalon important de la grande et noble ambition du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Cette infrastructure des arts et du savoir comprend une bibliothèque construite sur 10 niveaux avec une capacité d'accueil de 1500 places pour un coût de 12 milliards de francs CFA. La bibliothèque équipée sera transférée en pleine propriété à l'État ivoirien dès la fin des travaux. Un hôtel 5 étoiles de 177 chambres et des espaces bureaux. L'emploi jeune est une priorité pour le gouvernement et l'Union européenne a décidé d'appuyer cette politique. Elle s'apprête à décaisser un peu plus de 14 milliards de francs CFA pour la Côte d'Ivoire, un appui à la gouvernance, à l'emploi des jeunes et au foncier rural. Les précisions d'Adama Koné. 31 décembre 2016, le chef de l'État Alassane Ouattara affiche ses intentions dans son message à la nation. Croyez-moi, la création d'activités génératrices de revenus pour vous, les jeunes, demeure ma priorité. Un accent particulier sera mis sur la formation professionnelle et l'auto-emploi. Nous mettrons également en œuvre des mesures incitatives afin que le secteur privé s'engage plus résolument en faveur de cette grande cause nationale qu'est l'emploi des jeunes.
3 janvier 2017, les premiers signes sont palpables. L'Union européenne débloque 11 milliards 100 millions de francs CFA. Destination, la politique d'emploi des jeunes et la formation professionnelle. Un appui budgétaire lié au contrat de bonne gouvernance et de développement conclu le 21 novembre 2016. C'est la première tranche des 39 milliards 300 millions de francs CFA que l'Union européenne consent à débourser jusqu'en 2018. Ce montant doit servir aussi à soutenir l'engagement du gouvernement au respect des droits de l'homme et de l'état de droit. Ce n'est pas tout. Ce même mardi, l'UE sème les graines de la sécurisation foncière rurale. 3 milliards 300 millions de francs CFA sont décaissés sur les 27 milliards attendus d'ici 2020. Pour l'Union européenne, c'est la concrétisation de son engagement à accompagner le pays dans l'élaboration et la mise en place de la politique foncière rurale. Fonds qui doit servir également aux premières activités de l'Agence du foncier rural créée récemment. Au total donc, l'Union européenne a ouvert ses caisses à hauteur de 14 milliards 400 millions de francs CFA à la Côte d'Ivoire pour consolider ses acquis en matière de bonne gouvernance et moderniser le secteur du foncier rural. Depuis le 8 décembre dernier, la tour A de la cité administrative n'est pas fonctionnelle. Fonctionnaires et autres usagers sont priés d'attendre la réouverture de l'immeuble. Plusieurs pannes d'ascenseurs, d'électricité ou d'adduction d'eau ont amené les autorités à faire évacuer partiellement le bâtiment afin d'y effectuer des travaux. Quel désagrément pour les usagers et à quand la réouverture de cette tour? Élément de réponse avec Franck Quadio. Cité administrative du plateau ce matin. Un petit attroupement devant la tour A. Un agent du service de santé de l'éducation nationale, hors de son bureau, reçoit en plein air des usagers. Peu ordinaire comme scène, c'est que depuis le 9 décembre 2016, la tour A est fermée pour raison de travaux. Depuis le 9 décembre, il y a eu une coupure d'électricité et un manque d'eau. Donc depuis ce temps, nous ne travaillons pas. Et ce n'est que le 2 janvier 2017 que nous avons reçu des messages qui nous demandent de reprendre le travail. Une reprise du travail difficile, l'ascenseur a rétabli certes, mais pour ceux trouvant l'attente trop longue, il faut emprunter les escaliers. Un exercice épuisant dans l'obscurité, faute d'éclairage, Fulbert à son bureau, au 2e étage. Nous nous rendons un étage plus haut, au 3e. Quelques agents sur place nous conduisent aux toilettes. Pas d'eau. À la tour A, aucun cabinet ministériel, mais des directions stratégiques sont en souffrance. Celle, par exemple, de l'inspection générale de l'éducation nationale. Parce que nous avons des urgences. Là, on vous dit qu'il y a telle chose qui se passe à tel endroit. On vous envoie le courrier. Le courrier, on ne sait pas où le déposer. Donc, les courriers sont départis au cabinet. C'est le cabinet qui m'appelle sur le téléphone ou sur quelqu'un pour me dire « Ah, vous avez un courrier, j'ai trouvé quelqu'un, vous venez le chercher ». Or, les agents de courrier, écoutez, ils n'ont pas accès à leur bureau. Une situation en nette amélioration cependant. Il y a déjà une semaine où on nous avait dit qu'on allait régler le problème. Bon, il faut constater que quand même il y a un progrès puisqu'on n'avait pas du tout de lumière. Aujourd'hui, on a les lumières, on n'avait pas d'ascenseur, les ascenseurs existent. Les couloirs sont dans l'obscurité, les clim ne marchent pas. Bon, on suppose que progressivement, ils sont en train de chercher à rétablir. Une surtension a occasionné l'interruption de l'électricité à la tour A. Mais également, l'interruption de l'électricité à la tour A a provoqué l'arrêt de la fourniture de l'eau potable à la tour A et à la tour B. Depuis donc cet incident, des démarches ont été menées. Le ministre de la Construction donc, a saisi son collègue du budget pour obtenir l'autorisation de passer un gré à gré. Des mesures palliatives pour permettre aux agents de reprendre du service, mais pour résoudre durablement la question, il faut dégager les budgets nécessaires. Nous avons fait des démarches au niveau des opérateurs économiques pour soulager un tant soit peu l'utilisation de la tour A, notamment faire en sorte qu'on ait un minimum d'électricité pour permettre un fonctionnement.
La patience, le maître mot désormais, et une date pour plus d'éclaircies. Le 10 janvier 2017 comme solution transitoire, mais surtout un appel à mieux gérer les ressources, car l'une des causes des problèmes de ces tours est le branchement parallèle. Quand vous regardez sur les façades, vous allez constater plusieurs climatiseurs de fenêtres ou alors des splits installés, alors qu'il y a une climatisation centrale. La tour A et la tour B, construites entre les années 70 et 77, sont les plus anciennes de la cité administrative. Elles ont plus que jamais besoin d'un relooking. Les pensionnaires de la première région militaire promue au grade supérieur au titre de l'année 2016 ont été célébrés pour leur mérite par l'état-major général des armées. Ils sont au total 31 militaires, dont 2 officiers supérieurs, à être exhortés au travail et à mériter la confiance de leur hiérarchie. Outre ces promus, quelques militaires appelés à faire valoir leur droit à la retraite ont été également honorés. Abou Sanogo. Ces militaires de la première région militaire ont vu leur mérite reconnu. Au nombre de 31, dont 2 officiers supérieurs, 16 officiers et 9 militaires du rang, ils ont accédé au grade supérieur au titre de l'année 2016. Ces promus ont vu le galon être arrosés par le commandant de la première région militaire et les chefs de bureau et de division de l'état-major général des armées, le colonel Flan Bagbe, commandant la première région militaire, a à cette occasion témoigné sa gratitude au chef d'état-major général des armées Soumaïla Bakayoko pour ses actions en faveur de l'armée en général et la première région militaire en particulier. Il a rappelé le sens de cette cérémonie qui, selon lui, participe de l'esprit de cohésion. Des militaires de la première région militaire qui ont cumulé plus de 30 années de service sous le drapeau et admis à faire valoir leur droit à la retraite ont également été célébrés. Un nouveau corridor a été mis en place à l'entrée sud de Ferkessédougou. C'est un don de la principale usine sucrière de la région afin de permettre aux forces de défense et de sécurité de travailler dans de bonnes conditions. L'infrastructure a été inaugurée récemment en présence des autorités administratives, politiques et coutumières de la région du Tchologo. Kader Sogodogo, RTI Boaké. Entrée sud de la ville de Ferkessédougou. Nous sommes bel et bien à un corridor de sécurité. Difficile de distinguer les forces de l'ordre, des badauds, des commerçants et autres voyageurs. Cette situation a amené le préfet par intérim de la ville à trouver une situation pour changer ce décor terne. Nous avions été approchés par les populations qui étaient un peu dérangées par les positions actuelles des corridors nord et sud. Et avec les responsables ici des forces, nous avons donc vu sur le terrain pour trouver les endroits qu'il faut. Un bâtiment composé de bureaux pour la police, la gendarmerie, la douane, les eaux et forêts, ainsi qu'un box pour les forces armées de Côte d'Ivoire. L'infrastructure sécuritaire comporte également des toilettes. Ce don est de la principale usine sucrière de la région. L'inauguration du corridor sud de Ferkessédougou a été une occasion pour les forces de l'ordre d'inviter les populations à beaucoup plus de responsabilités en vue de préserver l'édifice nouvellement remis. Voilà un bâtiment qui est construit par un opérateur économique offert gracieusement aux forces de l'ordre. Il ne serait pas question qu'un jour quelqu'un vienne dire bon ben les policiers nous emmerdent, les gendarmes nous cassent les fesses et puis on met le feu. Alors ça ne serait pas bon. Il ne faut pas annuler l'effort que les uns et les autres font pour nous aider à avancer. Le bâtiment du corridor sud de Ferkessédougou a coûté plus de 13 millions de nos francs. Il est déjà vu par des spécialistes comme le corridor de sécurité le plus moderne de Côte d'Ivoire. Ferkessédougou, c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire et l'harmattan sévit en ce moment dans cette partie du pays. Ce vent sec et poussiéreux qui occasionne de nombreuses maladies. Pour mettre les populations à l'abri, le député de Ferkessédougou commune a offert 1500 doses de vaccins contre la méningite à la commune de Kumbala, une action humanitaire qui s'inscrit dans le cadre du volet sanitaire du Tchologo Festival. On retrouve Kader Sogodogo. Un nuage épais de poussière. Nous sommes sur l'axe Ferkessédougou-Kumbala. En cette période de l'année, l'harmattan qui sévit en est la cause. Malheureusement, de nombreuses maladies pulmonaires et autres sont dues à cette situation.
Pour donc préserver la population d'une de ces maladies, notamment la méningite, une campagne de vaccination gratuite est initiée. Elle s'inscrit dans le cadre du volet santé du Thiologo Festival, un rendez-vous culturel dans la région. 1500 personnes sont ainsi vaccinées gratuitement à Kumbala. Le Thiologo Festival, c'est un tout. C'est un ensemble qui a été bien pensé par le promoteur, qui est le président de l'Assemblée nationale, et qui couvre tous les 3 départements de la région. Et donc, on essaie de faire des activités dans tous les chefs-lieux de département et les sous-préfectures. Là, cette année, on a choisi Kumbala et ses environs, essayer de prévenir la méningite qui, en cette période de sécheresse, prolifère. Les bénéficiaires saluent cette action. Je dis merci au président de l'Assemblée nationale de nous avoir vaccinés aujourd'hui, car sans ce vaccin, nous aurons plusieurs maladies, exemple la méningite. Cette campagne de vaccination gratuite contre la méningite a été offerte par le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kigbafouri Soro, député de Fekese-Dougou, représenté à la cérémonie. Une autre action sanitaire dans une autre localité sera menée en 2017, toujours dans le cadre du Thiologo Festival. Venons-en à présent à cette opération gratuite de la hernie à Mankono. 300 personnes souffrant de cette maladie dite de la honte ont été soulagées. La prise en charge de ces malades a été l'affaire des fondations ADEM et UNSIA à hauteur de 15 millions de francs CFA. Les précisions de Kwadio Kwame, notre confrère de RTI Boaké. 300 malades de la hernie débarrassés de la maladie de la honte en cette fin d'année. Cette opération gratuite est rendue possible grâce à la fondation ADEM avec l'appui financier de la fondation NCA à hauteur de 15 millions de francs CFA. Ces 2 fondations qui partagent la même vision de l'éducation, de l'environnement, de la protection des droits des enfants et de la santé ont rendu la dignité à ces personnes afin de les rendre aptes à produire et assurer leur réel épanouissement. À cet effet, un hommage appuyé a été rendu au président de la fondation ADEM qui a pris en charge 14 000 personnes pour la chirurgie gratuite. Pour la fondation NCA, la personne humaine est la principale richesse. À travers cette action, ce n'est que le début d'un long partenariat entre la fondation ADEM, qui est l'appui pour le développement durable et économique de Mankono, et la prestigieuse fondation NCA. Pour nous, pour les membres du conseil d'administration, pour Mme Yao Madeleine, pour les membres fondateurs, la santé est la base de tout. C'est pourquoi ils n'ont pas hésité un instant à réagir positivement lorsqu'ils ont été sollicités. Une hernie se produit lorsqu'un organe ou une partie d'un organe sort de la cavité du corps dans laquelle l'organe est normalement contenu. En général, il s'agit d'une partie de l'intestin ou du tissu adipeux abdominal. Ici, à Abidjan, l'AMC, l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, a fait sa mue à l'occasion de ses 40 années d'activité. Un changement qui a abouti également à la tenue du 18e congrès ordinaire sur le thème AMC, 40 ans d'engagement au service des valeurs citoyennes. Une occasion de faire le bilan de ces années d'engagement, mais surtout de réclamer un statut d'utilité publique. Mamadou Kouassi pour en savoir plus. Pendant plus de 40 ans, l'AUMC, Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, s'est investie dans les actions citoyennes. L'AUMC, mère de toutes les structures islamiques de Côte d'Ivoire, est le creuset de formation islamique et académique de milliers de cadres ivoiriens et de la sous-région, à l'image des ministres Ahmed Bakayoko, Abdallah Mabour Touakeus, Sidiki Konaté et du général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko et des imams Sissé Guiriba et Bouakari Fofana. Le 18e congrès ordinaire de l'AUMC a été l'occasion pour les membres de cette organisation de revendiquer le statut de structure d'utilité publique. Il s'agit d'abord de la reconnaissance d'utilité publique. Nous pensons que l'AUMC, depuis 40 ans, a contribué à apaiser le climat sociopolitique dans notre pays, dans nos universités, dans nos lycées, au collège. L'initiative est saluée par les anciens de cette structure
Ils s'engagent tous à accompagner la UMC. Nous avons besoin d'une jeunesse responsable et ici, non seulement c'est l'enseignement islamique, c'est l'enseignement aussi pour servir sa société, donc la nation ivoirienne. Je voudrais donc saluer la contribution de l'AMC et dire que la demande qui a été exprimée vis-à-vis de l'État, notamment devenir une organisation d'utilité publique, est tout à fait méritée. Et je voudrais ici m'associer donc à ce plaidoyer pour donner les moyens à l'AMC d'agir davantage au profit de notre communauté, au profit de notre pays. Pour ma part, l'AMC, pour avoir joué son rôle d'éducateur, de formateur, pour avoir fait une contribution importante à l'essor démocratique, à l'essor politique, social, économique de notre pays et religieux, mérite d'avoir le statut de structure d'association d'utilité publique. C'est important. L'État de Côte d'Ivoire doit à son tour maintenant faire sa part pour consolider les acquis de l'AMC. La présence, c'est aussi le soutien du chef de l'État à toutes les initiatives positives des jeunes. L'AMC est une structure d'encadrement des jeunes. Nous avons vu le rôle joué par l'AMC après l'attentat de Grand Bassam, dans le sens d'une meilleure compréhension de l'islam. Représentant le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, l'imam Binaté Bouraïma a exhorté la jeunesse musulmane à se détourner des combats idéologiques. Il a invité les jeunes à s'investir dans le renforcement de la sécurité. Appel à l'unité, à la responsabilité, à la maturité de la communauté estudiantine scolaire musulmane et surtout d'être alerte pour faire face à tous les défis que nous rencontrons au plan de la sécurité, au plan même de la cohésion sociale. Ce 18e congrès de l'Association des élèves étudiants musulmans de Côte d'Ivoire a vu le renouvellement des instances dirigeantes de la structure. Koné Mamadou a passé la main à Sungalo Koulibaly au titre de la présidence de la UMC pour un mandat de 2 ans. Après plus d'un an de crise électorale, Haïti dispose enfin d'un président démocratiquement élu. La victoire de Jovenel Moïse au premier tour du scrutin a été confirmée par le Conseil électoral. Après une semaine d'analyse des procès-verbaux, les juges électoraux n'ont en effet pas trouvé de preuves de fraude massive, accusation pourtant portée par les 3 principaux concurrents du candidat du parti PHTK. La Côte d'Ivoire tout entière et avec elle le Tchologo Festival aussi, ce rendez-vous culturel initié par le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro est en deuil. Son commissaire général Lambert Metapena Koulibaly s'en est allé, décédé lundi soir 2 janvier des suites d'un accident de la circulation sur l'autoroute du Nord. Également, directeur des affaires administratives et financières de l'Assemblée nationale, Lambert Koulibaly rentrait de Ferkessédougou dont il est natif après avoir organisé la 6e édition du Tchologo Festival, une édition des plus réussies. Comme une traînée de poudre, la nouvelle s'est répandue à travers tout le pays. Celle du décès accidentel du directeur des affaires administratives et financières de l'Assemblée nationale, Lambert Koulibaly Metahapena, commissaire général du Tchologo Festival. Un rendez-vous culturel initié par le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Après avoir organisé de main de maître la 6e édition de ce festival, dont il était le commissaire général, il était en partance pour Abidjan. Malheureusement, il avait rendez-vous avec la mort. Lui et sa fille aînée, Laurine, âgée de 14 ans, ont péri dans un accident à 80 km d'Abidjan. La veille de sa disparition, il venait de remettre un don de 50 millions de francs CFA de Guillaume Soro aux femmes et aux jeunes de Ferkessédougou. Il nous a confié ceci. Nous avons bien compris que le développement de notre cité ne dépend d'abord et surtout que d'une seule chose, l'autonomisation de ses habitants, l'autonomisation de ses bras valides. Et c'est donc dans ce sens que le président Guillaume Soro, tout en invitant les cadres à unir leurs forces, leurs idées, a demandé et mis en place ce comité-là pour permettre donc aux jeunes et aux femmes de bénéficier de ce fonds pour pouvoir donc entreprendre, investir et donc s'autonomiser. Hélas, adieu, Lambert Koulibaly Metahapena. Bon, disponible, juste et travailleur. Adieu, monsieur le commissaire général du Tchologo Festival. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.